Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. Nous attendions tous l'épisode de cette semaine avec la plus grande impatience. Tout le monde avait lancé les dés et avancé ses théories ce qui pourrait ou non se produire. J'ai tenté ma chance avec l'espoir que ce que je voyais venir n'allait pas se produire. Je savais que J.R.R. Martin allait s'inspirer de l'aventure de Tolkien et nous proposer une fin pour le Night King à la hauteur de celle de Sauron. Je savais que le titre de la série était Game of Thrones et non The Walking Dead. J'avais bien entendu J.R.R. Martin ou Emilia Clarke parler d'une fin douce amère, mais je ne savais pas que j'allais retrouver dans la mort du Night King une ressemblance avec la mort de Snoke dans Star Wars. Je n'ai jamais été aussi partagé sur un épisode, mais je vais quand même essayer de vous donner mon avis en restant objectif. Passons quelques minutes ensemble, générique. L'épisode débute donc comme prévu à l'orée de la bataille de Winterfell. Le titre nous a été révélé et il s'agit de The Long Night. Tous les acteurs de la bataille sont présentés un par un et l'ambiance est mise en place avec quand même une série de jump cuts qui m'ont agressé les yeux, mais heureusement le montage s'est rapidement calmé sur ce point. Tous les soldats sont en poste et même Ghost attend sagement seul en première ligne à côté de Jorah qui est bien évidemment son pote de toujours. Les silences sont pesants, le noir est pesant, en fait il est vraiment lourd mais j'y reviendrai plus tard. Jon et Daenerys regardent en contrebas le positionnement des troupes et tout le monde est prêt pour accueillir Mélisandre de retour de Volantis tranquille et impassible. Elle va réaliser son premier miracle, enflammer à elle seule tous les sabres des Dothraki. La musique est lancée, les festivités peuvent donc commencer. Je tiens à dire que j'ai tiré énormément de points positifs de cet épisode et la mise en scène avant toute chose est l'aspect qui m'a littéralement transporté au fil des 82 minutes de cette bataille épique, chaotique, traumatisante et terrifiante. La première phase de la bataille nous place tout de suite dans l'ambiance et on voit l'armée des Dothraki partir à l'assaut d'une armée pour l'instant invisible et bien dissimulée dans le noir absolu. Jorah dirige l'assaut, il est suivi par un Ghost qui ne sert qu'à satisfaire les fans et rien d'autre. Toutes les stratégies ont été mises en place pour repousser cet assaut que toute l'Alliance du Nord craignait depuis des mois et que Jon décrivait comme la bataille qui allait décider l'avenir des 7 royaumes pour toujours. Envoyés en face de cette menace sans précédent, les troupes qui font trembler tous les royaumes de Westeros à Essos n'avaient donc rien de choquant. La stratégie mise en place est faite en toute connaissance des forces de l'ennemi et avec le respect absolu de sa puissance de destruction. Avec le destin de l'humanité entre leurs mains, Jorah et les troupes Dothraki lancent donc la première vague avec deux buts. Essayer de lancer un message d'abord en exposant immédiatement la puissance de frappe des forces du Nord, mais aussi tenter de réaliser un premier nettoyage dans les troupes adverses et accessoirement avoir un premier état du nombre de ces marcheurs que beaucoup n'ont même pas imaginé jusqu'à présent. La première vague est donc lancée et s'enfonce dans la pénombre sous les cris caractéristiques des cavaliers Dothraki, bien déterminés à éliminer la plus grande partie de l'armée adverse. On admire le choc de ces deux masses noires et légèrement éclairées par les flammes des sabres des invincibles Dothraki. Les boulets enflammés sont lancés sur les troupes qui vont essuyer cette première claque qui paraît littéralement infernale et les premières explosions retentissent dans les lignes des marcheurs qui commencent peu à peu à se dévoiler dans l'ombre. Bien sûr ils sont nombreux, bien sûr ils sont rapides, mais c'est au moment du premier choc qu'on comprend à quoi on va réellement avoir affaire dans cette bataille. On ne parle pas ici d'un combat entre deux armées d'hommes montés les uns contre les autres par des idées, par un patriotisme ou par une haine. Non, on assiste dans cet épisode au choc d'une vague de cadavres lancés sans aucune conscience pour déchirer, écraser ou démembrer tout ce qui se trouve en face. Ce n'est donc pas une armée que lance le roi de la nuit, c'est une vague incontrôlable et sans pitié de corps qui n'ont aucune autre valeur que de surpasser en nombre et en cruauté les troupes adverses. Les deux lignes s'entrechoquent et on passe alors à une vue du côté des lignes humaines. Les points lumineux s'agitent dans tous les sens et vacillent petit à petit et on se rend rapidement compte de ce qui arrive. Une première fournée de troupes vient d'être offerte au roi de la nuit. Cet assaut qui était destiné à envoyer un message de puissance et provoquer dans l'esprit du roi de la nuit au moins un brin d'inquiétude n'aura donc qu'une conséquence. Nous préparer à ce que tout le monde craignait mais n'était pas encore prêt à découvrir. La vague de morts vivants est en marche et rien d'humain ne l'arrêtera sur le champ de bataille. Les Dothraki fuient quelque chose qu'ils n'avaient même pas imaginé. L'attaque menée par Jorah est défaite et lui aussi fuit et croise le regard de Tormund sans avoir besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Il n'était pas prêt, nous n'étions pas prêts. Le but du jeu d'aujourd'hui sera simplement de limiter les dégâts en priant pour toutes les divinités qui peuvent exister pour un miracle parce que c'est l'enfer qui se déverse sur les humains. Toutes les stratégies qui avaient été mises en place sont complètement ruinées. Daenerys comprend rapidement que le fait d'attendre sagement le moment pour surprendre le roi de la nuit n'a plus sa place et qu'il va falloir contenir plus que détruire. La vague continue sa route dans l'ombre et les Immaculés essuient à leur tour le choc face à un mur de corps lancé à pleine vitesse. Il n'est pas question de contenir avec des lances en première ligne des troupes qui vont s'empaler. Les corps arrivent de partout avec des armes blanches, des masses, des lances, des dents, des os, des ongles et même des autres corps utilisés comme armes. Les lignes sont surpassées dans tous les sens du terme, les morts arrivent même à marcher par-dessus les lances des Immaculés et tous les héros tentent de leur mieux de contenir cette marée inhumaine. Daenerys alors arrive sur Drogon pour nettoyer les lignes et
éclaircit un peu les rangs en donnant un minimum d'espoir aux soldats. Elle est suivie par Jon et Rhaegal et les lignes de feu se croisent, mais la marée continue sa course sans pitié. La mise en scène nous perd, les images sont sombres, les jump cuts sont distillés à un rythme impressionnant, les visages sont difficilement reconnaissables et l'état de la bataille est bien souvent incompréhensible, mais à ce moment-là, le chaos est tellement bien rendu et la violence de la bataille s'exprime autant dans le travail de la caméra que dans la violence des échanges entre les marcheurs et les vivants. Comme pour le premier assaut, les flammes nous permettent de relever un peu le regard et avoir une vue globale sur ce qui se passe. Et c'est un sacré bordel. Le regard qui suit entre Arya et Sansa est très parlant, elles ont compris ce qui arrive et le chaos qui est en train de se déverser sur eux. Sansa doit donc rejoindre les cryptes et essayer de ne pas laisser paraître ce qu'elle vient de voir, une défaite potentielle, quelque chose qui ressemble à l'apocalypse. Et ça, c'était qu'un début. Le vrai patron de la bataille n'a pas encore parlé. Quand Jon et Daenerys voient une faille dans cette ligne de marcheurs blancs, ils se lancent logiquement dans leur direction pour les détruire par les flammes. Mais vous découvrez les échecs, les amis? Les tours étaient placées pour attirer les pièces fortes des humains et la tempête de neige est lancée pour neutraliser les armes principales du Nord, les dragons. Jon et Daenerys sont donc isolés dans ce nuage de glace face à un roi de la nuit qui avait tout prévu. La suite de la bataille est à la hauteur de ses débuts, les hommes sont laminés, ils essayent désespérément de contenir les morts mais ils arrivent sans cesse et sans pitié. Les vues aériennes des premières lignes de la bataille sont utilisées pour montrer d'une part le courage et le sacrifice des Immaculés qui vont bientôt finir empalés sur les pics en bois si aucune solution n'est trouvée. Et la seule solution ici est donc évidente. Après la première mort, celle d'Ed la douleur qui vient de sauver Sam, il faut se replier et commencer à prier qu'un miracle arrive. Mélisandre se lance dans son deuxième miracle, essayer d'enflammer les pics de bois placés dans les fossés. Elle est donc en première ligne couverte par une cohorte d'immaculés et elle a encore une fois entre ses mains et ses prières le sort de toute l'humanité. Encore une fois, cette scène est impressionnante de tension, de crainte et d'inquiétude. Mélisandre utilise sa foi dans le maître de la lumière pour se persuader, elle et tous les soldats autour d'elle, qu'elle peut allumer ce feu qui est le dernier rempart possible contre l'armée des spectres. Elle commence et voit arriver autour d'elle tous les morts que les soldats essayent de repousser comme ils peuvent. La peur commence à s'installer dans ses yeux en même temps que le doute. Elle vit ici une épreuve pour sa foi et elle garde le cap sans jamais lâcher. Même si on a tous cru qu'elle allait finir en morceaux jusqu'à la dernière seconde. Et au tout dernier moment, juste avant de se faire dévorer par le spectre qui avait réussi à passer les lignes, elle réussit à allumer le feu qui leur accordera quelques minutes de répit au moins avec ceux qui n'étaient pas passés. Ce moment est vraiment terrible en termes de stress. Le dernier espoir ne tient que dans les mains de celle qui a montré qu'elle n'était pas entièrement de confiance. Elle s'est trompée, elle a provoqué la mort d'une fillette, la mort d'un roi qui aurait peut-être pu renverser Cersei, mais la pause est de courte durée et elle permet de s'attarder un peu sur ceux qui n'ont pas encore fait leur apparition. Les cryptes sont une espèce de terrier où les plus faibles sont retranchés avec l'espoir d'être à l'abri et Théon de son côté explique à Bran qu'il est là jusqu'au bout et qu'il est prêt au sacrifice en espérant la rédemption. Et à ce moment, le premier élément problématique arrive, mais Bran nous abandonne tous pour regarder tranquillement la bataille avec son corbeau. Et au bout d'une demi-heure d'épisode, le roi de la nuit fait sa première apparition alors que la bataille paraît déjà presque gagnée. Il relance ses troupes et à ce moment, j'ai retrouvé cette mise en scène qui m'avait littéralement choqué dans World War Z avec la vague de zombies qui franchit un mur qui paraissait impénétrable pour tout le monde. En quelques secondes, les morts passent rapidement les murailles de Winterfell et pour la 22e fois, j'ai l'impression de perdre Brienne, Tormund, Sam ou Jaime. Le chaos continue, les morts s'empilent par centaines et la jeune Lyanna Mormont nous fait vivre une scène hallucinante d'émotion et de tension. La petite fille se retrouve nez à nez avec le géant Goliath et au même moment où Sandor se laisse dépasser par sa terreur, elle prend parfaitement la place du faible David dans un dernier sacrifice qui réussit à coucher un géant qui paraissait invincible. Après cette scène qui restera mythique, après la référence à Tolkien, la référence à Brad Pitt dans World War Z, c'est au tour d'Arya de se transformer en Mila Jovovich et de nous faire vivre une sorte de huis clos où elle va devoir se faufiler le plus furtivement possible dans cette bibliothèque qui m'a tellement rappelé celle de Resident Evil 2. Bien sûr, c'est Arya. Elle a eu la meilleure formation du monde avec Silvio Forel en termes d'agilité ou de furtivité, avec Jake Nagar, où elle a découvert comment se dissimuler, comment se faire oublier pour ne devenir plus personne, même plus rien aux yeux de ses ennemis. Mais je trouve qu'elle se sort de ce passage avec une facilité quand même assez étonnante. Et on la retrouve dans la scène du teaser où elle fuyait un ennemi mystérieux dans les couloirs de Winterfell. Bon, c'était pas un ennemi mais des centaines, mais Beric et Sandor Clegane sont encore là pour la sauver et lui laisser suivre son chemin ou poursuivre son destin. Beric nous fait revivre un moment Hodor en tenant le couloir à l'aide de son corps qui est lardé de coups de couteau par un mort qui s'entête à le poignarder alors qu'il a 1 mètre de chaque côté pour passer et continuer son chemin en laissant un cadavre sans vie. Troisième mort prévisible et troisième personnage à disparaître qui n'est pas essentiel pour l'aventure. Il se retrouve par la suite pris au piège dans la même pièce que Mélisandre et les deux femmes se retrouvent pour la 2e fois et à ce moment la plus grosse révélation de toute la série nous est balancée en plein visage. On avait la réponse depuis le début et on ne l'avait pas vue. Je vois une obscurité en vous. Et dans cette obscurité, des yeux qui me dévisagent. Des yeux bruns, des yeux bleus, des yeux verts. Des yeux que vous allez clore pour toujours.
Le combat des dragons qui suit est magnifiquement réalisé et encore une fois on a d'abord l'impression que la mise en scène est bordélique, mais l'impression de chaos et de violence est palpable. L'habillage ajoute à la fois une touche poétique avec la lune qui éclaire ce passage d'une violence sans précédent et qui le détache de la violence pure et brute qui est en train de se dérouler au sol. Les attaques et les coups de dents arrivent de tous les côtés et le roi de la nuit est projeté dans le vide sans montrer un millième de sentiment dans sa chute. C'est une machine qui n'a qu'une idée en tête, il veut Bran, il veut éliminer la Corneille et en même temps ce membre de la famille Stark. Oui, je suis toujours persuadé que le roi de la nuit a un lien avec les Stark d'une manière ou d'une autre. Une fois au sol, le moment de vérité est lancé, Daenerys lance son classique Dracarys et les flammes entourent le roi de la nuit comme elles avaient entouré la mère des dragons à la fin de la première saison. Et comme pour Daenerys, le roi de la nuit ressort sans aucune blessure des flammes, avec en plus un petit sourire en coin qui est tout simplement magique. Par contre, c'est à ce moment précis que Game of Thrones a basculé du côté obscur à mon avis. Déjà que quelqu'un m'explique la scène qui suit où le meilleur lanceur de javelot de la planète qui est le Night King réussit à rater Daenerys, d'accord, elle est pas bien grosse, elle est en plein vol, mais Drogon merde. Il est énorme, il est juste en face de toi et tu nous fais un airball alors que t'avais réussi à toucher un dragon en pleine carotide alors qu'il était à plusieurs centaines de mètres et en plein vol. Ensuite, la scène que tout le monde attendait depuis presque 10 ans où Jon peut enfin affronter le roi de la nuit, un combat qui avait été teasé par les différentes rencontres qui avaient pu avoir lieu entre les deux. Enfin, on avait la possibilité de voir qui était Azor Ahai, de découvrir quelque chose sur ce sombre personnage, de savoir si Jon n'était pas plus qu'un simple candidat au trône. Et après avoir foiré ce lancer qui aurait pu révolutionner toute la série, le roi de la nuit fuit le combat et se planque derrière une barrière de corps qu'il vient de relever alors que Jon n'attend qu'une chose, c'est en découdre une bonne fois pour toutes. La scène qui suit remonte grandement le niveau avec cette neige de cendres qui tombe sur un univers apocalyptique de flammes, de fumée et les morts qui se relèvent tous et même la pauvre Lyanna Mormont où aide la douleur. Jon, comme les habitants de Winterfell, est surpassé par les corps qui se jettent sur lui. Et on retombe dans le n'importe quoi, les corps de la famille Stark qui reposent dans les cryptes sont relevés à leur tour. Bien sûr ce passage était possible, bien sûr ça nous propose une scène flippante et dramatique, mais la plupart des corps qui reposaient ici datent de plusieurs centaines d'années et ils sont capables de creuser dans la pierre sans trop de difficultés. Ok, le réalisme n'a pas sa place ici, mais autant utiliser cette facilité en début de bataille pour provoquer le chaos aurait été parfaite, mais là c'est trop tard et faire entrer les spectres aurait été tellement plus simple et logique. Mais il fallait organiser ce rapprochement entre Tyrion et Sansa qui jouera très certainement un rôle essentiel dans les épisodes à venir. Pour la suite, on continue dans le n'importe quoi et Jon, qui était littéralement encerclé par les morts, se retrouve au bout de quelques minutes, juste isolé et éloigné de ses ennemis pour permettre à Daenerys de lui sauver les fesses. Ce moment est par contre essentiel dans la trame de la saison. Daenerys aurait pu à ce moment se débarrasser sans aucun témoin de son concurrent au trône en regardant juste les morts faire leur travail de nettoyage de son problème au sol à sa place. Elle décide de le sauver en toute connaissance de cause et ça nous donne un indice essentiel pour la suite de leur relation. La théorie de la reine Daenerys folle est donc définitivement à oublier. Là encore on revient à une phase crédible et cohérente avec la trame principale. Là encore l'histoire globale est importante et il n'y a pas de liberté prise avec l'histoire de J.R.R. Martin et la scène qui suit est encore cohérente et toujours plus apocalyptique avec un Drogon qui se débat au sol avec une nuée de spectres qui s'agglutinent le long de son corps comme des parasites bien décidés à déchirer morceau par morceau le corps de ce monstre de puissance. Cette tentative de se débarrasser de ces insectes est une scène qui met en avant la puissance de son corps gigantesque et en opposition la puissance destructrice de cette masse de corps qui plante des coups de couteau par centaines pour littéralement déchirer la peau de ce dragon si vulnérable ici. La tension monte encore d'un cran au niveau scénaristique comme au niveau musical dans une série de scènes montées en parallèle avec la déchéance totale de tous les survivants restants et une sorte de climax jusqu'à l'arrivée face à Bran du roi de la nuit et le sacrifice ultime de Théon par un acte désespéré d'une simple feuille morte qui se fait balayer par ce robot inarrêtable qui ne voit que son objectif final, la corneille aux 3 yeux. À ce moment, tout semble perdu et quand tout est dit et que plus rien ne peut s'opposer au destin funeste de Bran, de Jon, de Jaime, de Daenerys et Jorah qui se sacrifie lui-même dans un élan chevaleresque ou de l'humanité tout simplement, un souffle de violence surgit et une folle furieuse se jette à corps perdu contre le roi de la nuit pour fermer définitivement ses yeux bleus comme dans les paroles prophétiques de Mélisandre. Elle est attrapée en plein vol comme un petit oiseau et à ce moment on se dit « Ok, c'est fini pour Arya ». Elle va tomber comme tout le monde et elle a trouvé ses limites. Tout son entraînement n'a servi à rien, tous les combats qu'elle a menés n'ont servi à rien. Le limier Silvio Forel, à moins que... La scène est fantastique, la conclusion est géniale, donner à Arya un point d'orgue après toutes les souffrances qu'elle a vécues est une idée magnifique. Tous ces éléments auraient pu suffire, avec tous les bons côtés que je viens de décrire pour me satisfaire. L'épisode est juste dans sa construction, effectivement la bataille la plus épique, la plus tendue et la plus terrifiante que les médias ont pu nous proposer depuis toujours.
La bataille des bâtards était prenante par l'attachement qui se fait à Rickon avant sa mort, à Jon qu'on croit perdu à jamais dans cet amas de corps, dans la haine qu'on ressent pour Ramsay Bolton. La bataille de Hardhome était épique de par l'utilisation des enfants comme spectres pour dépecer leurs parents, la masse hallucinante des corps qui se déversaient au bord de l'eau et la fuite désespérée des vivants. Mais là, la bataille de Winterfell nous propose tous les ingrédients de ce qui peut être une bataille épique, un épisode de film d'horreur, des combats de dragons majestueux et terrifiants, un point d'orgue habillé par une musique qui monte jusqu'à un point de non-retour où tous les personnages paraissent perdus. Oui, tous ces éléments auraient pu me cueillir et me faire dire que Game of Thrones avait révolutionné les séries télé par un seul épisode. Mais non. Tout ça aurait été possible si je n'avais pas suivi les 8 saisons d'une histoire qui mettait en avant une mythologie où les marcheurs blancs jouaient un rôle essentiel, le roi de la nuit avait une place primordiale et où ses origines, sa motivation principale, ses racines étaient quasiment le but ultime de tous les fans. Je sais que dans les livres de J.R.R. Martin, les autres n'ont pas cette importance, je sais que ce que recherchait l'auteur était de construire une histoire autour d'un axe de symétrie avec le Seigneur des Anneaux, je sais que le roi de la nuit était Sauron et que les aventures de Frodon ne prennent pas fin après la chute du Seigneur du Mordor, que le retour à la reprise de la comté des mains de Saruman est un épisode essentiel de l'œuvre de Tolkien, mais pourquoi le roi de la nuit meurt comme Snoke dans Star Wars sans jamais n'avoir eu un rôle essentiel autre que de marcher impitoyablement sur Westeros? Pourquoi Mélisandre revient de Volantis sans aucune révélation et juste avec une supercharge de pouvoir pyro? Pourquoi Ghost n'est qu'un simple figurant dans une bataille où il aurait pu être un maillon essentiel? Pourquoi Rhaegal disparaît bizarrement au moment où sa présence aurait tout simplement pu ruiner les plans du roi de la nuit? Pourquoi ce même roi de la nuit a perdu sa visée digne des meilleurs snipers de la télé? Toutes ces questions n'auront pas de réponse dans les 3 épisodes qui vont suivre parce qu'on sait maintenant que la priorité du scénario reste le trône de fer et l'élimination de la sombre Cersei. Je me sens floué par cet épisode qui m'a tellement apporté au niveau des sentiments et des sensations, mais qui m'a également tellement volé en termes d'histoire et de réponses à des questions qui étaient essentielles après 8 saisons de pistes laissées ouvertes sur des tonnes de sujets. Je suis certain que la suite apportera son lot de retournements de situation, de mythes dévoilés comme le Valonqar et même certainement un éclairage sur la vision de Daenerys, mais j'ai l'impression d'avoir été volé dans mes attentes et malheureusement le génie de la mise en scène ne pourra jamais soigner cette blessure. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, je suis certain que vous êtes nombreux à avoir trouvé dans cet épisode tout ce que vous recherchiez et je vous rejoins sur des tonnes de points positifs, mais je n'oublierai pas qu'il me manquera toujours quelque chose, et même si certaines théories parlent d'un retour éventuel du roi de la nuit via Bran ou Arya, je ne pense pas que la production ait eu le temps ou l'envie d'aller plus loin sur ce point de l'histoire. Comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire et je ne vous pousse à rien. Si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous estimez qu'elle n'est pas assez connue, partagez tous mes posts sur les réseaux sociaux et vous pouvez me retrouver régulièrement sur Twitter ou Instagram où je poste l'actualité quotidienne des séries. Je vous retrouve rapidement pour des théories pour le prochain épisode en espérant que cette fois-ci je colle un peu plus à la réalité. Quoi qu'il en soit, profitez bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur séries et jeux vidéo.